Voilà, nous sommes mercredi 22 mai 2024 ici à Sontexpo sur le plateau télé de la FHP Ensemble. Et nous sommes très heureux d'accueillir Daniel Benabouzig. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes sociologue, vous êtes le directeur de la chaire santé de Sciences Po, vous êtes attaché je crois au CNRS également, oui. Et Emmanuel, à votre gauche, Emmanuel De Guézère, vous êtes Emmanuel De Guézère, le directeur général de Vivalto Santé, un des grands groupes de cliniques privées. Et nous voulons dialoguer avec vous, si vous le voulez bien, ce soir, sur un sujet qui est un sujet, je pourrais dire, à la mode du moment, mais qui est un sujet important. Nous ne traitons pas des sujets que parce qu'ils sont à la mode, mais parce qu'ils sont évidemment importants. C'est celui de la financiarisation, on redéfinira ce terme, de la financiarisation de la santé. Et on va se poser la question, effectivement, en premier lieu, de quoi parle-t-on? Alors, on vous a invités tous les deux, d'abord parce que vous êtes un responsable, un dirigeant de clinique privée, donc vous êtes sensible à ces sujets-là, d'autant que vous êtes également diplômé de Sciences Po, mais aussi de Paris-Dauphine. Vous êtes dans le fond un économiste, hein, on pourrait dire ça comme cela, et notamment parce que Daniel Benabouzig, vous avez écrit un rapport important ça n'est pas au poids, mais enfin d'une 50aine ou 80 pages à peu près, une première étude, disons, comme si on se posait les faire, à la demande de la CNAM, de l'assurance maladie, sur l'état de fait, la réalité de ce qu'est dans notre pays la financiarisation. Alors, quand on vous a demandé cette enquête ou cette étude, c'est parce que j'imagine que Thomas Fathomme s'inquiétait de la situation, c'était cela? Non, en réalité, ce qui est apparu, c'est qu'on avait, dans différents contextes du système de santé, des nouvelles formes d'organisation, un peu plus collectives, un peu plus organisées, un peu plus coordonnées. Et parmi la diversité de cet écosystème apparaissent un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs d'un genre un peu nouveau, malgré tout, qui sont à dominante financière. Et l'enjeu était de les étudier en tant que tels. Une des premières choses qu'on a constatées quand on est rentré sur le sujet, c'est la relative confusion qu'il y a autour de ces termes de financiarisation. On peut d'ailleurs en débattre et se cache en quelque sorte derrière ce terme des choses assez diverses qu'il ne faut pas confondre avec des choses dont on est beaucoup plus familier, notamment ici à la FHP, qui sont des débats anciens et tout à fait normaux et naturels, presque dans le système de santé français, entre acteurs privés, acteurs publics, dans un contexte de pluralisme qui a toujours existé, à la fois en matière d'hospitalisation, plus largement en matière d'offre de soins, et même en réalité plus largement dans l'assurance maladie aussi, d'une certaine manière. Donc l'idée était d'aller au-delà de ce constat de pluralisme un peu classique et d'identifier plus spécifiquement ce que pouvait recourir cette notion de financiarisation. Et c'est surtout à ça qu'on s'est attaché. Et si on devait la caractériser en un mot, on dirait que c'est quelque chose qui concerne effectivement le secteur privé ou une partie du secteur privé dont les formes de propriété sont en train d'évoluer. La financiarisation dans le système de santé en général existe depuis longtemps, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des cliniques, des établissements de santé privés depuis relativement longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a certains acteurs qui étaient des acteurs à dominante professionnelle, plutôt en soins ambulatoires, qui font l'objet de regroupements, de réorganisation et d'investissements de la part d'acteurs qui sont, pour certains d'entre eux, extérieurs au système de santé, qui sont des acteurs qui rentrent avec des logiques financières, avec des logiques de rentabilisation directe de leurs investissements. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu cerner, ces changements de propriété à dominante financière, et de voir un peu à la fois quelle était leur portée, quels étaient les enjeux qui étaient derrière. Parce que dans le domaine de la santé, quand on le regarde comme moi je le regarde, on avait déjà été, je sais pas, j'emploie le terme d'alerter, mais enfin, on avait découvert que notamment dans le domaine de la biologie, plus récemment probablement de la radiologie, il y avait des phénomènes qui, je ne sais pas si on peut dire se multipliaient, mais enfin, ce que vous dites. Enfin, absolument. Alors, dans le secteur de la biologie, on peut considérer que le secteur a été globalement financiarisé en une quinzaine d'années, avec des regroupements, avec effectivement des acteurs financiers et qui ont restructuré, rationalisé, réorganisé assez complètement le secteur. Plus récemment pour la biologie, c'est assez difficile de savoir exactement quel est le
l'ampleur, si j'ose dire, de ce phénomène-là, parce que tout n'est pas public, tout n'est pas connu, tout n'est pas su en termes de montage financier, en termes de présence de tels ou tels investissements. Mais les professionnels estiment aujourd'hui qu'à peu près 20% du secteur qui est organisé sur des bases... hors de la biologie. En radiologie, pardon. Ah, radio. En radiologie. En biologie, vous aviez dit biologie. Non, en biologie, c'est quasiment 70% à peu près du secteur qui est organisé autour d'un nombre très limité de groupes qui concentrent, souvent sur une base assez régionale, l'organisation de la biologie. La radiologie, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus récent, qui est en cours. Et c'est ça probablement qui a suscité cette notion un peu d'empressement ou d'alerte ou d'urgence, c'est que les choses semblent aller assez vite dans ce secteur-là. Et donc un professionnel s'en inquiète. Et au-delà de ces deux secteurs-là, ce qu'on a notamment essayé de caractériser dans cette note, c'est que c'était un mouvement beaucoup plus transversal dans le secteur de la santé. On pourrait mentionner une partie des soins primaires, on pourrait mentionner des centres dentaires, des centres d'ophtalmologie, qui parfois se regroupent avec de la biologie, par exemple, ou de la radiologie. On a aussi quelque chose qui est international, c'est-à-dire que la France n'est pas du tout isolée dans ce processus-là, bien au contraire. Et on pourrait regarder différents pays européens sous cet angle-là, également aux États-Unis et au-delà. Donc on a un processus qui est très large et qui s'inscrit lui-même, si on cherche à l'examiner de manière plus complète, dans un processus de financiarisation d'autres secteurs, où les mêmes acteurs financiers qui cherchent des investissements relativement rentables, relativement sûrs, regardent du côté de la santé, mais peuvent regarder aussi du côté d'autres secteurs qui sont aussi l'objet de ces formes d'investissement. Si vous le voulez bien, je vais demander son avis à Emmanuel Gueuzer, à la fois un avis, j'imagine, d'acteur et sans doute aussi d'observateur, en tout cas de spécialiste des questions économiques. Déjà, sur la notion de financiarisation, je voulais quand même dénoncer, derrière ce terme, un parti pris qui est négatif. On voit, derrière le mot financiarisation, des établissements qui prennent un parti pris délibérément productiviste au détriment des personnels et des patients. Il y a quand même cette idée financiarisation, but lucratif, secteur commercial, etc. Et de l'autre côté, dans le même discours, quand on entend le mot public, il est paré tout de suite de toutes les vertus, presque par définition. Ce qui est dans l'intérêt général et de fait n'est pas discutable. Et je trouve que cette opposition dogmatique est aujourd'hui réductrice par rapport à un débat qui est un débat de fond, qui est qu'aujourd'hui, entre la dynamique de nos dépenses de santé portées par le vieillissement de la population, les progrès technologiques, toutes ces innovations, le fait qu'il y ait un allongement aussi de la durée de vie en bonne santé, etc. Et de l'autre côté, la dynamique de croissance de nos recettes, il y a juste une équation qui ne marche pas. Surtout quand on regarde aujourd'hui le niveau de dépenses des États, en France comme ailleurs, mais en particulier en France, on dépense plus de 12% de notre PIB sur la santé. Donc autant dire, il y a une logique qui est juste impossible. On ne peut pas continuer à financer en maintenant exactement le même système. Et donc, opposer deux systèmes en disant l'un est vertueux par définition, puisque c'est l'intérêt général, et l'autre est à asphyxier, parce que fondamentalement, il est que pour faire des profits démesurés, et pour moi une façon réductrice de limiter un débat, en particulier en ce qui concerne l'hospitalisation privée. Dans notre esprit, je dois dire que ça n'était pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce n'était pas non plus tout à fait le cas dans l'esprit des auteurs de votre note. Non, c'était certainement pas le cas. En même temps, on peut entendre que certains acteurs se sentent un peu stigmatisés par ce terme-là, qui appelle d'une certaine manière le débat et qui appelle chacun à se positionner par rapport à ces enjeux financiers dont il serait naïf de penser qu'ils n'existent pas dans le secteur privé, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris dans le fonctionnement de l'économie. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la notion de privatisation, elle ne recouvre pas une autre notion importante, on parlait d'économie, qui est la notion d'efficience. On peut se retrouver avec des acteurs publics qui sont plus ou moins efficients, et ils ne le sont pas toujours, mais ils le sont parfois, et parfois davantage même que certains acteurs privés, et réciproquement, on peut avoir des logiques
privées, parce qu'elles sont financiarisées, qui vont engager des logiques où on va chercher des coûts qui sont à éviter, ou qui vont optimiser certains processus et qui vont de fait rendre le système ou le fonctionnement ou les modes de prise en charge plus efficients. Donc il n'y a pas de recouvrement où il y aurait d'un côté, si j'ose dire, les gentils et d'un autre côté les méchants, où il y aurait d'un côté les efficients et ceux qui ne le seraient pas. Je crois que ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser le débat, mais il faut simplement, encore une fois, regarder cette notion de financiarisation presque techniquement en termes de droits de propriété et en termes de changement de ces droits de propriété qui sont sans doute beaucoup plus en mouvement, si on peut dire, dans certains secteurs que ce le cas pour les établissements de santé privés qui sont en quelque sorte stabilisés de ce point de vue-là, plus ou moins. Premier point. Non, j'allais dire, on est passé ça de manière à peu près indiscutable, d'ailleurs pour l'hospitalisation privée, telle que nous l'avions connue il y a 20 ou 30 ans, c'est sûr qu'il y avait des acteurs patrimoniaux, hein, souvent un médecin, un chirurgien en particulier. Aujourd'hui, enfin sous contrôle de Lamine Garbi, je ne sais pas s'il est là, ou de vous-même tout simplement, il y en a certainement de moins en moins. Non. Vous avez aujourd'hui 40% des établissements qui sont dans des groupes privés. Vous avez encore 60% des établissements qui sont ce que vous qualifiez d'établissements d'il y a 20 ou 30 ans avec des chirurgiens ou des familles, même locales. Parfois qui se regroupent eux-mêmes d'ailleurs. Bien sûr. Franchement, vous avez une diversité aujourd'hui au niveau de la structuration du capital et de l'organisation au niveau du privé qui est phénoménale. Vraiment, vous avez toutes les configurations, vous avez des toutes petites cliniques indépendantes qui vivent très bien et vous avez des très grands groupes, hein, on en connaît certains. Vivalto fait partie d'une certaine manière de ces grands groupes, mais on a une très grande diversité du secteur privé. Et dans mon propos tout à l'heure, l'idée n'était pas d'être réductif ou binaire en disant il y a les gentils et les méchants, sauf que quand on voit la campagne tarifaire qu'on vient de traverser, je suis désolé, quand on est soi-même attaqué, et que c'est répétitif, il y a un moment où vous tendez pas l'autre joue. Mais après, c'est un parti pris que nous, on a choisi, le combat, parce qu'on a un modèle médico-économique qui est sain et qui mérite d'être défendu aujourd'hui. Et pour moi, le débat, c'est pas tant la financiarisation que la problématique de financement des investissements. C'était ça le sens de mon propos. Quand je disais qu'il y avait un déséquilibre entre la croissance des recettes et finalement les besoins besoins de la population, etc., on doit trouver des moyens de financement nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, les États ne pourront pas tout seuls faire face. Et pour trouver des financements nouveaux, il faut intéresser tous les acteurs du soin, y compris les acteurs privés. Le système français repose sur deux piliers, l'hôpital public et l'hôpital privé. Et il faut que ces deux piliers soient préservés. Il faut qu'on favorise leur travail en coopération, en collaboration. Ça marche, c'est possible. Nous, on le vit tous les jours sur les territoires. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas continuer. J'en viens à faire appel à votre culture sociologique, voire historique. A priori, c'est celle que l'on peut partager à Sciences Po. On est d'accord. On pourrait même... Est-ce que l'on peut dire, par exemple, que ce que l'on appelle financiarisation ou privatisation, financiarisation pour simplifier notre débat, de la biologie, c'est peut-être aussi ce qui lui a permis de réagir très vite, très efficacement dans la crise de Covid que l'on a connue. Question, hein, c'est une question. Oui, je crois qu'on peut faire ce constat. Ça a permis une forme de regroupement, d'organisation, du coup d'une capacité d'équipement très rapide, d'achat de machines, d'organisation de tests, d'organisation de systèmes d'information qui sont remontés très rapidement et qui ont pu être consolidés. Donc assurément, ça peut être mis au crédit de cette financiarisation de la biologie. Au passage, deux points là-dessus. Le premier, c'est que cette financiarisation de la biologie, elle n'a pas été complètement subie. En partie, elle est en partie choisie parce qu'elle permettait une forme de modernisation, d'équipement, de regroupement de pratiques. Choisie par les pouvoirs publics, vous dites. Choisie par les pouvoirs publics, par certains acteurs, par les professionnels qui ont cédé aussi certaines activités. Donc, d'une certaine manière, ce processus-là, il a été engagé. Il n'a pas véritablement pris les gens par surprise. Il s'est étalé sur près d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi le résultat d'un choix collectif où, à un moment donné, on a préféré procéder de cette manière-là et dans un contexte où il y avait des investissements à faire. J'en reviens sur le deuxième point, où je vous rejoins complètement.
L'enjeu, c'est effectivement le financement, et même parmi le financement, deux choses qu'on ne distingue pas suffisamment dans nos modalités d'organisation des financements, notamment publics, c'est la distinction entre ce qui relève du fonctionnement, de l'activité, et ce qui relève de l'investissement. Et comme on fait un peu tout avec les mêmes enveloppes, on a tendance, et que ça n'est pas tout à fait... ça peut être pratique dans certains cas, du coup on ne distingue pas très clairement les deux. Là, on est dans une logique où le recours à la financiarisation, à des acteurs financiers, c'est aussi des recours relativement rapides, relativement importants, éventuellement profitables, à des investissements privés, éventuellement par des fonds qui sont spécialisés, qui ne sont pas spécialement les fonds habituels du paysage sanitaire français, qui sont des fonds internationaux, qui font des fonds qui investissent dans beaucoup d'autres secteurs que celui de la santé et qui assurément répondent à un besoin de financement qui n'est pas satisfait par ailleurs, qui n'est pas satisfait par des enveloppes dédiées. Pourtant, Dieu sait que l'investissement public n'est pas du tout ridicule en matière de santé. Mais il faut croire qu'il n'est pas complètement optimal du point de vue de ses affectations et du point de vue de ses modes d'allocation. Ce dont on peut être à peu près persuadé, c'est que si on dit financiarisation, on dit quand même à la clé, très souvent, transformation de l'organisation, concentration nécessaire. Parce qu'en réalité, ces fonds, si je comprends bien, cherchent évidemment une rentabilité, ce que vous avez expliqué, hein, dans un temps court, donc de redisposer l'outil de travail. Alors, peut-être au bénéfice de certains et au détriment d'autres. Mais cette recherche, elle est pas malsaine. Hein? Cette recherche de profitabilité, elle est pas malsaine a priori, dans la mesure où elle est là pour rémunérer l'engagement de fonds privés dans le cadre de missions finalement de service public et le service public hospitalier. Donc je dirais que ce n'est pas a priori condamnable d'avoir une rentabilité. Alors maintenant, cette rentabilité, elle est mise à mal, puisque vous le savez, vous avez près d'un établissement privé sur deux en 2023 qui est en perte aujourd'hui. Donc il faut qu'on relativise. La règle du secteur des sociétés dites privées à statut commercial, elle est de dégager par les ressources d'exploitation, ce que vient de dire M. Benamouzi, des moyens pour investir demain dans des nouveaux équipements, dans de l'innovation, etc. etc. Il y a un équilibre vertueux et cyclique. Par contre, le modèle se grippe le jour où vous passez en perte, le jour où vous n'avez pas la possibilité de dégager des moyens de continuer à investir. Quand vous regardez de l'autre côté du secteur public, vous n'avez pas cette problématique-là, parce que vous avez des fonds publics, oui. Et globalement, que vous soyez... En général, vous êtes en perte, et c'est les contribuables qui couvrent les pertes. Et les investissements qui font l'objet d'un autre statut derrière. Donc si vous voulez, on est dans deux mondes très différents, mais à la fin des fins, dans un cas, vous avez la responsabilité qui est mise sur le dos d'investisseurs privés, et quand vous faites des pertes, c'est eux qui doivent les couvrir. Dans l'autre, y a la seule règle, c'est les impôts. C'est-à-dire c'est un argument complexe, parce que l'État dit également, enfin sous votre contrôle, la rentabilité étant assez faible, ces fonds d'investissement risquent de se dégager, et qu'est-ce que je vais faire de l'outil de travail qui est qu'ils dirigent. Encore une fois, je crois que le sujet, c'est pas tellement public-privé, c'est ce qui se passe au sein du secteur privé, et avec des acteurs qui ont des logiques différentes. Parlez-moi de cette loi de 1990. Sur la biologie, sur... Je pense que c'est la loi qui remet en cause le fonctionnement patrimonial, non? Alors c'est l'ensemble des dispositions qui concernent les sociétés, le droit des sociétés, et en particulier la part des acteurs professionnels dans le capital, dans les capitales des sociétés. C'est un des leviers traditionnels de régulation d'acteurs extérieurs au système de santé, d'acteurs non professionnels dans le secteur de santé. Et ce qui est en jeu autour de ces débats-là, de ces évolutions législatives et réglementaires, c'est effectivement la capacité de contrôle de différents acteurs privés, qui parfois sont des acteurs professionnels, qui parfois sont des investisseurs, et parfois sont des investisseurs internationaux, à contrôler les activités. Donc ils le font sur des bases juridiques qui sont en principe limitées à 25%, mais qui en réalité, par toutes sortes de dispositions internes, de pactes d'actionnaires,
de conseils stratégiques au sein ou auprès des conseils d'administration peuvent organiser le contrôle effectif de l'activité d'une manière qui échappe très largement aux professionnels. Alors ça, c'est un enjeu important dans certains secteurs aujourd'hui, sur la radiologie, sur la biologie, où on a affaire à des regroupements, on en parlait tout à l'heure, qui souvent, dans un premier temps, sont simplement des regroupements de professionnels, où les professionnels conservent en quelque sorte la main sur leur activité, mais d'une manière plus collective, alors qu'ils l'avaient d'une manière plus individuelle jusqu'alors. Et puis, passé un certain moment, en général au moment d'une deuxième levée de fonds, ou d'une troisième levée de fonds, et à ce moment-là, les règles sont redistribuées. Le droit de vote. Et le contrôle passe effectivement du côté de l'investisseur, et le professionnel, d'une certaine manière, est marginalisé dans sa capacité à exercer un contrôle effectif sur l'activité. Donc tout ça est progressif, tout ça est encore relativement instable, relativement indéfini pour beaucoup de segments du système de soins. Il y en a d'autres qui sont plus stabilisés. Et c'est un peu ça qui est en jeu autour des différents leviers qui permettent ou qui ne permettent pas très efficacement de contrôler ces évolutions. Moi, ce que je peux dire en prenant l'exemple de Vivalto Santé, on en est maintenant à plus de 15 ans d'existence. C'est un jeune groupe qui, à l'origine, a été construit à la demande de médecins et de chirurgiens qui voyaient une difficulté à pouvoir poursuivre le modèle de développement, de construction et d'investissement tel qu'il était requis, mais qui voulaient en même temps garder une forme de contrôle sur l'avenir et sur les choix décisionnaires. On est 15 ans après, on a 30% de nos praticiens qui détiennent 30% du capital. Donc ça veut dire qu'on a un praticien en activité, actif, donc qui est aujourd'hui soit chirurgien, soit médecin, soit obstétricien, qui aujourd'hui détient une partie du capital. C'était exactement le même pourcentage à l'origine. Donc il n'y a pas forcément d'illusion. Je pense qu'il ne faut pas forcément ostraciser. Chacun a son modèle. Ce qui est très important, c'est d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs entre les différents secteurs. Moi, je reviens sur cette problématique qui est globalement, le secteur privé aujourd'hui est prêt à porter toute sa part, je dirais, de l'organisation des soins. Et cette part, elle est dans un contexte, vous l'avez parlé tout à l'heure, de contrôle, de régulation. Et on est soumis à un cortex de contrôle et de régulation extrêmement fort. Enfin, je peux vous passer en revue tout ce qui est les autorisations, les suivis qualité, les attestations et certifications, les tarifs qui sont fixés à 92% par l'État, les contrôles des ARS, de la Cour des comptes, de la DGCRF, des commissaires aux comptes, puisqu'on a, nous, en plus, les commissaires aux comptes qui vérifient la sincérité et la régularité de nos comptes. Dans le cas de Vivalto Santé et de plus en plus d'établissements privés qui ont fait le choix d'entreprises à mission, on a en plus des organismes indépendants qui viennent vérifier qu'on est en adéquation entre ce qu'on a mis dans nos statuts, qui sont des engagements RSE, sociétaux, sociaux et environnementaux, et ce qu'on pratique au quotidien. Donc si vous voulez, on est dans un environnement hautement contrôlé, régulé, sécurisé. C'est pour ça que pour moi, je vois plutôt comme un fantasme, d'une certaine manière, si je peux me permettre ce terme, je le mets entre guillemets, ne me sautez pas dessus. Mais un certain fantasme, l'idée qu'on puisse totalement dévoyer la finalité première de nos établissements, qui est d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie même, avec des actions de prévention et des actions, je dirais, d'accompagnement. À votre avis, que pensent les pouvoirs publics en la matière maintenant? Donc on voit à peu près les positions des uns et des autres. Je vais rebondir d'abord sur le fantasme. Je pense que j'acquiesce volontiers. J'acquiesce volontiers parce que c'est un fantasme qui est assez largement partagé, y compris par les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que c'est un secteur qui est potentiellement très rentable. En tout cas, certains segments sont potentiellement très rentables. Ils le sont probablement en début de phase, au moment où il faut optimiser des choses qui n'ont pas été véritablement optimisées, où il y a des choses par les achats, par la gestion des ressources humaines, etc., beaucoup de choses optimisées. Mais il n'est pas du tout dit que ce soit des secteurs qui soient très rentables à moyen terme. Et on risque de se retrouver avec des investisseurs qui auront pris le contrôle au sens technique du terme de l'activité, qui risquent de se retrouver un peu désappointés au point peut-être de sortir. Oui, et c'est là qu'on commence à avoir des difficultés. Je suis content de vous l'entendre dire, parce que pour moi, le sujet, ce n'est pas le sujet de la financiarisation, c'est le sujet de maintenir ces investissements privés sur la durée. Parce que si vous avez... Aujourd'hui, on sait que c'est un secteur avec des barrières à l'entrée.
Parce que il faut investir dans des blocs, il faut investir dans des murs, il faut investir dans du personnel, la formation, de l'innovation. C'est un secteur qui coûte très cher si vous voulez être un acteur sérieux. Et je pense que, en tout cas, nous, on essaie d'en faire partie avec d'autres. Mais le problème, c'est que ces barrières à l'entrée, aujourd'hui, ce sont devenues des murailles à l'entrée. Parce que si vous avez systématiquement, tous les ans, des mesures tarifaires qui font que vous favorisez l'un ou l'autre, vous dites que ce n'est pas un sujet de débat public-privé. Mais moi, je suis le premier à dire que ce n'est pas un sujet public-privé. Parce que c'est un sujet d'organisation des soins. C'est un sujet d'organisation territoriale des soins et de voir comment on assure pour les patients. Le secteur privé dans son ensemble fait que 4 Français sur 5 sont à moins de 30 minutes d'une offre privée. Donc le sujet, il est bien à ce niveau-là, au niveau de l'organisation territoriale. Sauf que quand on a des décisions comme celles qu'on a eues fin mars, qui sont des décisions inéquitables, ben vous vous doutez bien qu'on a un vrai problème derrière et que forcément on est obligé de se défendre et forcément on est obligé de dire bah oui, notre existence à nous sur la durée du privé, elle est remise en question. Et si notre existence est remise en question, c'est tout le système qui est à risque. Pour terminer, et notamment vos recommandations, la CNAM a-t-elle pris des mesures? Il y a l'idée d'un observatoire qui se mettrait en place. En gros, vous y faisiez référence à travers ces éléments législatifs. En gros, les pouvoirs publics n'ont pas tellement d'outils de régulation. Ils ont un outil de régulation par le droit, en limitant la proportion des acteurs non professionnels dans les sociétés d'exercice libéral, etc. En général, c'est assez facilement contournable, d'autant que la force de frappe juridique des groupes qui cherchent à investir de manière sérieuse dans le secteur est assez importante. Le deuxième levier, c'est un levier financier qui peut être activé parfois de manière brutale, de manière probablement inappropriée dans certains cas. C'est un levier, on l'a vu jouer avant les décisions sur l'hospitalisation privée. Il était déjà apparu dans les négociations avec la biologie, avec la négociation d'enveloppe de manière globale. Pour les non-spécialistes, à un moment, les pouvoirs publics serrent les tarifs. Pour éviter qu'il y ait... C'est ça. La difficulté, c'est de serrer les tarifs de manière brutale, sans visibilité, d'une année sur l'autre, pour des types d'acteurs qui ont besoin forcément de construire des stratégies, en particulier s'agissant de la financiarisation, des stratégies d'investissement. Personne ne fait un investissement pour une année. Donc on a là une difficulté à manier cet outil-là. Moi, je crois peut-être par effet de position qu'il y a un troisième levier, qui est un levier de connaissance, qui est un levier de partage d'informations, qui n'est pas toujours très partagé, ce type d'informations-là, parce qu'on est dans la construction de dispositifs un peu complexes, parce qu'on a des acteurs qui cherchent par construction à être discrets, etc. Et donc, il y a un enjeu de mieux comprendre ce qui se passe, de manière à retrouver les bons équilibres, de voir ce qui est simplement d'une activité privée, pluraliste, comme elle a toujours existé d'une certaine manière, de l'intervention d'acteurs financiers, d'investisseurs, qui ont parfois des finalités tout autres que celles de réinvestir dans le système de santé, a fortiori dans le système de santé français. Donc on a aussi ce type d'enjeu-là. On n'a pas d'outils de visibilité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a plaidé pour la construction d'un observatoire de la financiarisation, peu importe la forme. Et je note que plusieurs initiatives, on parlait avant de commencer le débat de la commission qui est actuellement en train de travailler au Sénat et qui vise à apporter un peu de lumière sur ces éléments-là. Je crois que le débat est ouvert, chacun trouvera sa place. Et c'est heureux que chacun se mobilise pour la défendre. Celle mobilisée par Bernard Jomier. Si je peux poser une question, vous parlez d'un observatoire de la financiarisation ou un observatoire de l'hospitalisation? Non, financiarisation. De la financiarisation, mais vous voyez le problème, qui déborde très largement, l'hôpital et l'hôpital privé en particulier, qui concerne des segments entiers de l'ambulatoire, par exemple. Mais le problème, c'est que pour moi, il faut regarder l'ensemble du secteur. Là où je suis en parfaite adéquation avec ce que vous dites, c'est qu'il faut maintenant qu'on traite des données, qu'on partage en toute transparence des réalités et qu'on oriente les décisions de nos élus sur la base de dossiers construits où ils ont un véritable impact. Aujourd'hui, le budget de l'hôpital, c'est 105 milliards d'euros. 105 milliards. Sur les 105, qui contrôle quoi ? C'est ça le sujet. Regardons les sujets. Dans les 105, il y a 15 milliards de MIGAC et de FIR qui contrôlent l'allocation de ces enveloppes. Moi, je suis pour un observatoire de manière à s'assurer que nos élus votent en bonne intelligence quand ils font les budgets de la PLFSS. Et je termine par là. On a vu quand même qu'à
l'issue de votre rapport, je crois, ou de la demande de la CNAM, un des conseils de l'ordre des médecins a essayé de bloquer des acteurs qui voulaient, alors je crois dans le domaine de la radiologie, qui voulaient se développer, se regrouper, se concentrer, en fait, etc. Oui, parce que de fait, ce sont les conseils de l'ordre des médecins. De l'ordre des médecins et conseils des ordres professionnels qui ont aujourd'hui l'exercice de la régulation de ces regroupements. Et donc certains ordres ont réagi au départ d'ailleurs pas tellement l'ordre des médecins, c'est plutôt l'ordre des vétérinaires qui s'est mobilisé de manière assez vive parce que là aussi on a un mouvement de financiarisation qui nous concerne moins directement ici, mais qui est nos aussi amis, nos amis les Belges, nous adorons 50 voilà. millions. Non mais c'est là où j'ai découvert. Pardon. Je t'en prie. Non, mais j'ai découvert effectivement à cette occasion. Je vous en remercie d'ailleurs à la lecture de votre rapport. Vous l'avez lu, c'est un rapport très complet. Très très complet, absolument. Bien Sciences Po Arts. Merci. Ah ouais, ça m'a fait du bien. Ouais. Bon, à la fin, il n'y a pas tout à fait de conclusion sur vos recommandations, mais je me permets. Non, mais il y a des... Non, si. Dans les recommandations finales, il y a quand même l'idée des modèles hybrides. Et pour moi, nous, Vivalto Santé, on représente un modèle hybride avec à la fois des investisseurs financiers et des médecins libéraux qui ont un véritable pouvoir aujourd'hui d'orientation des décisions non seulement stratégiques, mais aussi des choix opérationnels. Alors je disais, Daniel... J'ai été lu d'assez près, ça fait plaisir. Oui, je disais, Daniel, que j'avais appris que les cabinets de vétérinaires appartenaient aux fournisseurs de pâté pour chiens et pour chats. Alors ça m'a beaucoup surpris. Et qui vont jusqu'à l'incinération, pour être tout à fait complet. Donc toute une filière en fait. Bien, bon, vous voyez, en lisant, en étant à Sciences Po ou sur FHP Ensemble, on apprend des tas de choses. Quand vous irez faire soigner vos chiens ou chats préférés, vous pourrez également acheter le pâté. C'est bien, il fallait venir ici pour l'apprendre. Merci à vous toutes, suivez-nous, continuez à nous suivre. Dans quelques instants, je recevrai l'ancien ministre de la Santé et du Travail, enfin, en tout cas président de région aujourd'hui, Xavier Bertrand.